Le portrait de Jean-Luc Mélenchon avec vous, Karine Bécard. Aïe, aïe, aïe. Oui, vous avez raison de dire aïe, aïe, aïe. On en parle à la fin du portrait. À première vue, Jean-Luc Mélenchon, vous apparaissait comme un homme à vif, un égocentrique, au langage de plus en plus fleuri et à la paranoïa indiscutable avec presque tous les médias. Voilà comment probablement une majorité de Français vous voit. Seulement, à y regarder d'un peu plus près, vous êtes surtout un ancien trotskiste avant d'être devenu socialiste, un philosophe, ça c'est votre formation, et puis un méditerranéen, né à Tanger, déporté dans le pays de Caux. Vous avez découvert à 11 ans que les pieds noirs comme vous, on les appelait des bicots. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à 65 ans, vous êtes un peu tout cela à la fois. Un homme révolté qu'il est impossible de freiner et un passionné de politique. La politique à laquelle vous avez tout consacré. Paraît-il que vous vous souvenez mieux des dates, des congrès que les anniversaires de famille qu'il vous arrive d'oublier. Peu importe, vous avez côtoyé les plus grands noms du Parti socialiste et vous avez toujours trouvé votre place dans chaque nouvelle direction. Mitterrandien, vous avez été sous Mitterrand. Ça a été un petit peu plus compliqué avec Michel Rocard, avant de devenir emmanueliste sous Emmanueli et jospiniste sous Lionel Jospin. Résultat, politiquement, vous avez grandi très rapidement. D'abord adjoint au maire de Massy, puis sénateur de l'Essonne à 35 ans seulement, député européen après avoir été nommé ministre. Attention, pas secrétaire d'État, ça, vous avez refusé et vous avez dû patienter 3 longues années pour devenir ministre délégué à l'enseignement professionnel. Sauf qu'après tout cela, après 2002, plus rien n'est vraiment pareil. Pour le coup, jamais vous n'avez été hollandais. Et puis surtout, en 2005, le référendum vous transforme. Le référendum sur la Constitution européenne. Le PS est pour, vous, Jean-Luc Mélenchon, contre. Vous vous sentez isolé, plus proche finalement de la gauche que vous pourriez peut-être rassembler. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en Allemagne au même moment. Et Jean-Luc Mélenchon va donc s'inspirer de Die Linke pour créer le parti de gauche. Il rêve aujourd'hui d'un Podemos à la française. On n'y est pas encore tout à fait. Pourquoi, Karine ? Parce que les contextes économiques en France et en Espagne, ne sont bien sûr pas les mêmes. Mais ce n'est pas la seule explication. Si cela ne prend pas dans notre pays, malgré le bruit et la fureur que vous avez promis, Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'aux yeux des Français, que vous le vouliez ou non, vous restez un professionnel de la politique, un homme qui a passé 32 ans au Parti socialiste. Vous aurez beau agiter une 6e République, convoquer une France insoumise, bougonner, vociférer, vous aurez toujours du mal à incarner ce pour qui et ce pourquoi vous vous battez. La preuve, même si vous n'êtes pas le seul, vous n'avez toujours pas réussi à convaincre les ouvriers de revenir voter, sans compter vos excès qui finissent parfois par lasser. Une partie de la classe moyenne la plus diplômée et la plus politisée, une partie de cette classe moyenne vous a récemment abandonné. Ce qui ne veut pas dire que c'est raté pour 2017. Loin de là, surtout vu l'état du PS. La vraie difficulté pour vous, Jean-Luc Mélenchon, et forcément vous le savez, c'est votre personnalité. Elle a été essentielle pour émerger, elle vous permet aujourd'hui d'exister, mais si vous voulez continuer à avancer, à vous imposer comme le candidat de la gauche, et pas seulement comme le candidat de la gauche, il va falloir un peu gommer votre radicalité, modifier la manière dont vous vous exprimez. Ce que vous avez manifestement commencé à amorcer, reste à savoir combien de temps vous allez résister. Magnifique portrait, Jean-Luc Mélenchon. Comme tous les portraits, il est subjectif. Je veux juste plaider sur 2 points très rapidement. Le premier, c'est ma condition personnelle. Léon Blum était critique d'art. Il est devenu le secrétaire du Parti socialiste à plus de 50 ans. Il ne pouvait pas s'identifier avec ceux qu'il défendait. Jean Jaurès était professeur de philosophie. Il ne s'identifiait pas aux ouvriers de Carmaux qu'il défendait. Je crois qu'on est ce qu'on fait, et pas par une espèce de déterminisme social, ce que l'on devrait être. Si j'étais l'homme que j'aurais dû être, je ne serais rien. Petit malentendant, pied noir, dans une famille de gens très simples et humbles, j'aurais dû rester à ma place. Alors, contrairement à d'autres, c'est vrai, j'ai dû ouvrir les portes souvent à coups de pied, parce qu'elles ne s'ouvraient pas autrement. Et qu'il y a une espèce de mur de verre social qui empêche les gens de circuler et de se trouver à la place à laquelle ils ne sont pas attendus. La deuxième chose, vous avez fait mon portrait des années de militantisme socialiste. J'étais un socialiste passionné.
J'ai cru à ce parti et j'ai participé à toutes sortes de coalitions internes parce que j'étais socialiste et que c'était la règle du jeu de vivre en famille de cette façon. Mais tout au long de toutes ces années, sans jamais m'en départir, à chaque congrès, quelle qu'ait été ma situation, j'ai déposé mon texte, fait valoir mes idées. Bref, j'ai écrit un livre pour raconter tout ça. Et c'est pas pour dire Jean-Luc Mélenchon est meilleur qu'un autre, ce n'est pas le sujet. C'est quelle idée cheminer à travers un homme comme moi. Quels obstacles ces idées ont rencontrés? Pourquoi tout d'un coup elles sont devenues totalement obsolètes, répandant une espèce de sidération chez tous ceux qui les avaient? Et pour ce qui me concerne, c'est la certitude absolue que la fin de l'histoire n'est pas arrivée, qu'un monde sans pauvres est possible, et maintenant en plus que si on ne fait rien, eh bien, il n'y aura plus d'humanité du tout parce que l'écosystème sera détruit. Alors, on va en parler avec ces idées. On va en parler, monsieur Jean. Restons une seconde sur votre tempérament. Non, mais c'est bien, j'ai pu dire. Alors, mon tempérament... Non, c'est important. Je voudrais savoir, pourquoi vous nous faites régulièrement des incidents de séance ou pas, comme avec Danny Cohn-Bendit l'autre jour? Est-ce que c'est tripal? Est-ce que c'est calculé? Ça vous dessert, non? Attends, on va juste rappeler quand même... Oui, Danny Cohn-Bendit a tutoyé Jean-Luc Mélenchon et vous lui avez demandé... de le vous voyez. Ouais, parce qu'il me disait Jean-Luc, comme si on était copains. Bon, chaque fois qu'il intervient quelque part, il dit pique-pente que moi, avec un vocabulaire qui est quand même bien chargé. Un coup, je suis un con. Le coup d'après, je suis un germanophobe. Donc je n'aime pas. J'aime pas cette ambiance que donnent les plateaux. Alors on est censé être tous à tu et à toi. Et chaque fois que j'ai fait un effort pour être aimable, mes amis me l'ont ensuite beaucoup reproché en me disant tu n'es pas... C'est volontaire ou c'est pas volontaire? Ce que j'appelle vos coups de sang. C'est volontaire ou pas volontaire? C'est de la stratégie ou pas? Vous avez la colère sur commande ou c'est éruptif et incontrôlable? Les deux. Mais vous êtes tellement caractéristique d'un milieu social. Vous ne vous rendez pas compte que d'abord on peut être comme je suis sans être un énergumène. C'est vous qui êtes des gens étranges, puisque quelle que soit l'horreur d'une situation, vous êtes toujours aussi impavide. Un léger sourire à la figure. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis comme je suis et je trouve étrange qu'on m'interroge sur le sujet. Je suis comme je suis. Et bon, à des moments, je dis ce que je pense, à d'autres, je le cache avec ruse, à d'autres moments, j'exagère, mais parce que, quel est mon combat? C'est convaincre. Quand je sors, regardez bien, la classe moyenne, elle a pour elle sa culture et son intelligence. Elle a contre elle le fait qu'elle n'a aucune ambition sociale. Et par conséquent, elle n'a que des ambitions individuelles et elle trouve toujours exaspérant qu'on parle trop fort. Les décibels sont un problème pour elle. Parce que chaque individu a réussi, il dit mais pourquoi vous vous fâchez? Vous n'avez pas besoin de crier pour expliquer vos idées. Bon, et puis à l'inverse, dans tous les milieux populaires dont je viens, tenir tête est une vertu. Eh bien moi, je suis entre ces deux mondes, parce que ma culture, le travail que j'ai fait sur moi-même tout au long de ma vie, fait de moi un être cultivé, bon, c'est comme ça. Et en même temps, je suis l'homme de ce milieu. Je ne peux pas m'enlever la colère que la vie m'inspire. Et l'insurrection que je ressens n'est pas feinte. Quand je sors de chez moi et qu'il y a des gens couchés par terre, je suis très en colère. Et je n'arrive pas à en finir avec cette colère. Elle me touche depuis que je suis gamin et que ma mère me montrait les pauvres gens malades dans la rue, couchés par terre. Bon, alors je ne vais pas me changer. Je dis, écoutez, je suis trop vieux maintenant. Il va falloir faire avec moi comme je suis. Disons que vous en jouez un peu, parce que moi je me souviens de votre livre précédent, qu'ils s'en aillent tous, et on a tous reçu la dédicace, et vous avec les journalistes. On peut imaginer que vous avez un léger esprit de système vis-à-vis des journalistes. Non, là c'est un peu d'humour quand même. On l'a pris comme ça. Elle est très bonne, il faut dire. Franchement, non, mais alors après ils m'ont ressorti ça, je ne sais pas combien de fois. Peut-être que j'aurais dû mettre des paroles plus confitées. Non, mais ça plaît toujours aux gens, les journalistes. Aimez-vous avec, parce que franchement, c'est ce que je pense. Donc, comme ça, vous le savez. Bon, écoutez, malheureusement, on ne peut dégager qu'à 14h. Hein. Vous avez encore 1h40 avec nous, Jean-Luc Mélenchon. Et je tenais à vous dire sur la question de la colère, je suis moi aussi fils et petit-fils de pieds noirs, et que chez nous aussi, on parle très fort, et on est éruptif. Et c'est votre métier. J'ai grandi dans les cris aussi, et c'était un bonheur, c'était de la musique à mes oreilles. Question politique sur France Inter. Isabelle Vera-Masson, bonjour. Bonjour. CNRS, électrice de Presse People. Oui. Pour les besoins de la cause. Non, moi, vous savez que je suis porte-parole dans cette émission. Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour, madame.
je voulais Le parler... CNRS a intérêt à ce que je sois élu, car sinon il sera supprimé. Bon, bah écoutez, je vais... Non, pas par moi, par les autres. Mais au moins, voilà. Qui ne supportent pas le CNRS. Voilà, peut-être aurez-vous ma voix. On va voir la fin. Alors, Jamil Daklia, qui est professeur à Paris 3 et qui est associé au laboratoire communication politique, a pris au sérieux la question apparemment frivole du traitement de la vie privée des hommes politiques par les médias. Il appelle ça la pipolisation de la vie politique. Alors, il y a des contempteurs, des défenseurs. Les premiers dénoncent le côté petit bout de la lorgnette, le politique réduit à l'anecdotique, au croustillant. Les autres pensent que la divulgation de la vie privée de nos dirigeants permet de rendre la politique plus proche des gens. Ceux qui sont pour la pipolisation pensent que le peuple est détourné des vrais problèmes, les luttes sociales, le chômage, en le berçant de rêveries sur les happy few, Panem et Tirkenses. Éric Neveu, qui emprunte à Bourdieu la notion d'allodoxia, dénonce le fait qu'on en vienne à juger les politiques selon les mêmes critères que le voisin de palier, la sympathie, l'humour, la compassion, etc. En fait, la pipolisation de la vie politique, elle permet tout de même de rendre les nouvelles plus chaleureuses, plus accessibles, parce qu'on parle avec des arguments qui ne sont plus proches du peuple. Le people parle aussi de politique, et il le parle à des gens qui ne s'intéressent pas en général à la politique. Alors Jean-Luc Mélenchon, si on en juge par votre présence dans les médias people, depuis déjà 2012, vous avez confié votre vision de l'amour à l'hebdomadaire Gala. Plus récemment, vous étiez dans Closer, que vous qualifiez tout de même d'espace de liberté. Et vous répondez à l'adorable Karine Le Marchand sur votre ambition intime. Et pourtant, la gauche a toujours eu des problèmes avec la pipolisation. Pour des raisons politiques, elle rejette traditionnellement toute forme de personnalisation de la politique ou d'individualisme en politique. Elle craint qu'on en amuse la galerie, elle parle d'aliénation. Jamil Daklia explique cette... Oui, elle explique, allez-y, mais il faudrait que Jean-Luc Mélenchon puisse réagir et répondre à votre question. Plus incisif, peut-être. Allez-y. Puisqu'il y a une étrange rencontre tout de même entre vous, leader d'extrême gauche, et ces médias people. D'extrême gauche, moi vous la repeins pour la journée. Et mais non, je ne suis pas d'extrême gauche. Alors c'est peut-être pour ça que vous ne rencontrez les médias people, puisque les médias people vont de plus en plus vers les politiques, ce qui est un phénomène nouveau. Et vous pensez que vous avez le moyen de toucher un public populaire, identifiable à votre électorat naturel, un public, je vous cite, qui a des goûts simples, qui ne se prend pas au sérieux. Et comme vous, ces médias ventriloques revendiquent au nom du peuple un esprit anti-élitiste, en même temps qu'un droit de regard sur les puissants. Alors il y a là un double appel au peuple, que certains n'hésiteront pas à taxer de double populisme. Qu'en pensez-vous? Jean-Luc Mélenchon. Bon, je mets de côté le mot populisme, parce qu'il est maintenant heureusement disputé, après avoir été le sac fourre-tout de l'infamie, qui n'était pas parmi les happy fews de la politique, car cela on n'en parle jamais, dans le cercle de la raison, qui pense correctement, que les déficits doivent être jugulés, que l'austérité est excellente, que les gens se soignent trop, qu'on va à l'école et que ça coûte trop cher, etc., etc. Ça, pour moi, c'est ça, le joli monde. C'est celui qui pense de la même manière et qui a mis sur le bord de l'assiette ce qu'il appelle les populismes, étant dans un même sac, Madame Le Pen et moi-même. Donc, déjà, commençons par dire que nous ne voyons pas les choses de la même manière, mais vous êtes dans une attitude savante, donc c'est pas la mienne. Moi, je suis un protagoniste, un acteur. Pour moi, un acteur d'un combat. La question n'est pas de savoir sur quel terrain je vais aller, c'est ce que j'ai à y dire et à y faire. Quand je suis allé voir Closer, c'est pure provocation, de ma part, c'est moi qui ai voulu y aller. Et eux avaient intérêt, et moi j'y avais un intérêt. Et j'ai fait une interview qui ne parlait que de politique, dont le titre était « Le travail du dimanche est encore les femmes qui vont payer ». Et dans l'interview, je dis par moquerie, à l'égard de quelques-uns qui sont autour de cette table, je dis, vous allez voir. Ah, c'est moi? Oui, vous allez voir. On travaille le dimanche, ouais, mais moi aussi en ce moment. Et je dis, vous allez voir, ils vont critiquer d'où je parle et pas ce que je dis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour nous, grand moment d'allégresse et de rigolade. Quant au reste, quand je vais par exemple, n'oubliez pas Gala, tous les ans, j'ai une interview de rentrée qui marche très bien. Une fois, j'ai fait la rentrée des classes, j'en ai profité pour dénoncer le manque de postes. La rentrée suivante, j'ai parlé des protéines carnées, qui est un sujet très complexe, à travers la salade de quinoa. Aussitôt, tous les journalistes politiques ont rigolé de la salade de quinoa, et pas un n'a parlé de protéines carnées. Donc ça crée une complicité entre ceux qui me lisent et moi, dans le sarcasme à l'égard de la sphère médiatique, d'une part, et d'autre part, parce que des sujets arrivent sur la table, ils disent, tiens, pourquoi il dit ça? Ah, ça fait réfléchir. Et voilà, et j'ai gagné. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Question politique, c'est l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Vous
pouvez également nous suivre et je sais que vous y êtes nombreux en direct sur Facebook. Notre invité cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, avec lequel on a déjà eu le plaisir d'amorcer la conversation. Rebonjour à vous aussi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous répondrez aux questions des auditeurs et des téléspectateurs à 13h15, 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Question Paul. À mes côtés, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Arnaud Le Parmentier du Monde, Karine Bécard de France Inter. On va commencer, Jean-Luc Mélenchon, par parler de la France, tout simplement. Vous publiez un livre aux éditions du Seuil qui est plus qu'un ensemble de mesures techniques. C'est un livre qui décrit un autre monde, qui décrit une autre France. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le modèle d'inspiration de cette autre France? Quel modèle avez-vous en tête? Deux choses, son histoire profonde, ça va de soi. L'expérience acquise en allant d'un pays à l'autre avec curiosité, examiner de plus près ce qu'étaient les révolutions démocratiques en Amérique latine, leurs réussites et leurs échecs, hein, pas seulement de l'enthousiasme aveuglé. Et puis ensuite une prise de conscience qui, je crois, maintenant est très répandue dans notre pays. Tout le monde comprend qu'on ne peut plus continuer comme ça, ni avec autant de misère et d'inégalité, ce qui est un aspect assez traditionnel du combat dans mon existence et dans celle de beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment, mais surtout avec l'idée que le monde est en train de rencontrer une frontière qui est celle de la destruction de l'écosystème. Chaque année, la date d'entrée dans la dette, c'est-à-dire le moment où la planète n'arrive plus à reconstituer ce qu'on lui a pris, recule. Nous sommes maintenant rendus au mois d'août. Ce que le moindre vigneron de ce pays sait, c'est qu'on vendange de plus en plus tôt. Et ainsi de suite, d'innombrables signaux sont là. Et ça nous fonde, à la fois c'est angoissant, mais c'est en même temps un défi qui est passionnant, parce que ça nous refonde tous dans notre commune humanité. Et donc, un homme comme moi, qui a passé la plus grande partie de ma vie à défendre un intérêt qui était essentiellement un intérêt de classe, des travailleurs, des salariés, me voici rendu à dire il y a un intérêt général humain. Alors, si on revient... on peut régler l'un en réglant l'autre. Arnaud Le Parmentier. Si on revient quand même sur les inspirations politiques, est-ce qu'il y a un modèle, un moment de l'histoire de France qui vous marque plus? 1789, 1793, la Commune de Paris, et vous proposez une constituante dès que vous arrivez au pouvoir. Donc expliquez-nous un peu dans quel état de révolte, révolution, réforme, on sera comment quand vous arrivez au pouvoir? C'est quoi? Quel est le moment historique qui vous inspire le plus? Jean-Luc Mélenchon. Dans l'histoire de France. Les moments historiques sont nombreux, puis vous me connaissez, monsieur Le Parmentier, alors j'ai le goût de ceci, le goût de cela, la Commune, ça me parle, la Révolution de 1789, je pense que c'est ça qui nous rend tous français, si divers que soient nos origines aux uns et aux autres. Bon, mais tout ça, ce sont des choses dont il faut se nourrir, mais face auxquelles il ne faut pas être subjugué, ni vouloir reproduire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la grande aventure des Français, il y a cet événement de la Révolution de 89 qui nous apprend beaucoup de choses et qui s'est propagé au monde entier, au point que souvent, c'est pas nous qui en avons été le plus dignes des leçons. Alors, le grand événement, c'est évidemment la convocation d'une assemblée constituante, formée pour une part de gens tirés au sort, pour une part de gens élus, et le peuple français va en quelque sorte se redéfinir ensemble, en se reconnaissant des droits, en établissant des règles, en modernisant les droits. Parce que, voyez-vous, inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement pour qu'il ne soit pas remis en cause à chaque fois, le droit au suicide assisté, ce sont des droits fondamentaux de la personne sur elle-même, ce sont des questions graves, sérieuses, qui ne se tranchent pas d'après des opinions partisanes, mais d'après des convictions philosophiques, d'après des... et il faut ce débat. Est-ce qu'on reste sur le socle de la Déclaration des droits de l'homme 1789 et le préambule de 1946, oui, si je ne me trompe pas? Ça, vous ne touchez pas. Ah ben, ça reste fondateur. Parce que, eh ben oui, la Déclaration des droits de l'homme inscrit dans quel cadre toute constitution politique doit s'inscrire, puisque les droits de l'homme, de la personne humaine, on va dire, parce que c'est très daté de dire les droits de l'homme, les droits de l'être humain sont inaliénables, imprescriptibles, non négociables. Et toute tentative, toute orientation politique doit prendre place là-dedans. Par exemple, sur une question fondamentale, comme la démocratie, je l'évoque de moi-même, parce que dans le passé, dans ma famille politique, le camp socialiste, c'était une question qui était discutée. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le contraire.
ce sont les gens de ma sorte qui plaident pour la démocratie tout le temps, le vote autant qu'on peut, et les libéraux qui font les coups de force, comme en Grèce, à Chypre ou ailleurs, et qui réduisent les droits des peuples en considérant qu'ils ne savent pas bien ce qui est bon pour eux. La Commission européenne le sait à leur place, et ses commissaires. Donc on voit qu'il y a eu un retournement dans l'histoire, et ce retournement, je crois, en est un des acteurs, en propageant la doctrine qui est décrite dans l'ère du peuple, et dont vous avez la finesse de reconnaître que dans l'Avenir en commun, qui est mon programme politique en diffusion en ce moment, il y a cette vision du monde qui l'organise. Ce n'est pas une collection de mesures, c'est vraiment une vision du monde. 3 euros, ça vous rapporte beaucoup d'argent, 3 euros. Bon, ça va Arnaud, là, on peut faire tourner la parole. Non, mais sinon, on arrête. C'est justement 3 euros, c'est pas fait pour rapporter de Nicolas. l'argent. Karine Bécard, Nathalie Saint-Cric. Je trouve ça très romantique, en fait, cette idée de convoquer une assemblée constituante. Je vois juste vraiment pas comment, très concrètement, et les gens ont envie sans doute de savoir comment concrètement on organise tout ça dans un pays de 66 millions de Français, avec des gens qui auront sans doute pas tout à fait envie de prendre part à tout ça, qui sont pas fascinés et passionnés autant que nous de la vie politique. Oui, oui. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Vous convoquez tout le monde dans la salle des pas perdus à l'Assemblée nationale? Jean-Luc Mélenchon. Non, il ne faut pas faire de caricature, c'est pas bien. D'abord, cessons de prendre les gens pour des imbéciles, ça fera une grande différence. C'est pas ce que je les fais. gens se passionnent de politique, et les Français en particulier. Nous sommes et nous restons la grande nation politique, demandez-le à n'importe lequel de vos confrères dans notre pays. Il n'y a qu'en France qu'on parle tout le temps de politique, partout, au bar, au bistrot, dans le taxi, dans la rue. Bon, c'est une passion collective parce que nous sommes les enfants d'un terrible tremblement de terre. Qui est les années de la Grande Révolution et puis de la Libération. Bon, alors comment ça se passera? On élit une assemblée, voilà tout. L'article 11 de la Constitution de l'actuelle Constitution permet la convocation par référendum d'une assemblée constituante. Bon, ben, elle se réunit. On peut y mettre cette nouveauté que moi je propose qu'on y introduise, qui serait des gens tirés au sort et d'autres élus, parce que le tirage au sort, c'est pas plus démocratique. C'est une des formes de la démocratie, mais il faut qu'il y ait le débat. Il y a des sujets très profonds, comme j'en ai évoqué tout à l'heure, les droits nouveaux à introduire dans la Constitution. Ils ne relèvent pas strictement de la coupure partisane. Mais par contre, une question, est-ce qu'on veut une république parlementaire ou une république présidentielle ou à cheval entre les deux? Ça, ce sont des points de vue sur lesquels les gens doivent pouvoir désigner des parlementaires. Je termine en disant que pendant que cette Constitution travaille, eh bien, vous lui donnez la combien de temps, Constitution d'ailleurs actuelle s'applique. Et si je suis le président de la République, et pour cause, puisque sinon cette constituante n'est pas convoquée, eh bien, on gouvernera sur la base de ce programme. Un mot encore, s'il vous plaît. Vous parliez du peuple. Je trouve très intéressant que vous fassiez mention de ça. On ne délèguera pas à la constituante tout pouvoir. Et puis ensuite, rendez-vous quand elle aura fini d'écrire. J'ai vu des expériences de constituantes que j'ai trouvées bouleversantes, notamment en Équateur, où on avait changé le lieu où se tient la constituante, ce n'est pas la capitale, et des milliers, je peux dire des dizaines de milliers de gens s'y rendaient en délégation, venant des villages, des tribus, des usines, pour faire leur demande, ce qu'ils souhaitaient qu'on introduise. Et je crois que c'est comme ça qu'il faudra faire. Alors moi, je suis dans une difficulté, je ne peux pas dire ce qu'il y aura dans la Constitution, après avoir dit que je suis contre la monarchie présidentielle. Donc, Nathalie Saint-Cric. Sur la philosophie de votre 6e République, vous écrivez dans votre livre qu'il faut lutter contre les communautarismes fielleusement entretenus. Vous dites également qu'il faut renforcer les anticorps républicains. Quelle est exactement votre position sur la République? Et je reviens un petit peu sur cette idée de laïcité, puisque vous dénoncez le communautarisme. Vous êtes quelqu'un qui est un militant laïque. Concrètement, est-ce que ça se traduit dans votre préambule, dans votre Constitution, et comment? Est-ce que ça change dans ma vision des choses? Oui, je suis très profondément hostile au communautarisme, mais tous les communautarismes, c'est-à-dire aussi bien celui qu'exprime le CRIF, d'une manière hargneuse que l'on connaît, que d'autres organisations communautaires. Je suis contre le communautarisme. Nous sommes tous français et nous ne relevons que de la loi. Nous n'avons pas d'autre représentation que nos députés. Alors, ils nous plaisent ou ils nous déplaisent, mais nous nous soumettons à la loi et à ce mode de représentation. Donc, le communautarisme est un problème aujourd'hui parce qu'il va contaminant. J'ai vu qu'il y avait un conseil représentatif des associations noires de France. Eh bien, je suis très hostile à cette forme d'organisation. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une réunion qui, paraît-il, était racialisée et où un journaliste a cru intelligent d'aller. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, mais concrètement, par exemple, vous dites on ne finance aucun monument. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tant de millions de musulmans qui ont des salles de prière pourries, on ferme les yeux et on ne veut pas savoir?
Jean-Luc Mélenchon. Non, mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça, fermer les yeux, pas le droit. J'ai pas le Qui droit. êtes-vous pour réclamer à leur place des choses qu'ils ne vous demandent pas? Quand avez-vous vu... Vous savez Pardon, très bien que madame, le problème de la Saint-Christ. construction des mosquées Quand se pose. avez-vous vu une délégation de musulmans venir vous dire « payez-nous une mosquée » Rappelez-moi quand c'était et qui composait cette Il délégation. n'y a pas d'organisation suffisamment Jamais. construite. Jamais aucun croyant n'a demandé à l'État Donc il y a pas de d'aller problème. On financer... essaye de s'entendre à L'État, Bordeaux non, mais pour avec construire les une maires, mosquée, voilà. on essaye de À s'entendre Marseille, il y avait un pour construire une projet. mosquée. À Strasbourg. Peut-être bien, mais Jean-Luc je veux Mélenchon. vous dire que, attention aux gens qui s'autoproclament représentants des religions Donc vous, et font président, valoir ça leurs droits. Pour moi, les bâtiments cultuels sont payés par les fidèles, point final. C'est simple et clair comme position. Pas de puisque taxe vous halal, m'interrogez. rien pour financer le culte. Les croyants se payent leurs bâtiments et font leurs prières comme il leur convient, car la liberté de conscience est fondatrice de la laïcité. Je voudrais le rappeler. La laïcité n'est pas une religion, n'est pas un point de vue parmi d'autres. C'est un mode d'organisation de la vie ensemble. Donc on sépare les églises de l'État de manière absolument stricte. Je dis les églises pour englober tout le monde, toutes les religions, Mais quelles vous qu'elles surveillez soient. quand même ce qui se dit à l'intérieur des mosquées ou pas? Ah ben, dans ce pays, il est interdit de conspirer contre la République, il est interdit d'injurier des gens à raison ou de leur sexe ou de leur conviction, et cela est puni. Mais il n'y a pas besoin d'inventer des lois nouvelles, il faut appliquer celles qui existent. Ce qu'il faut faire avec force et vigueur, c'est s'interdire les traitements particuliers. Par exemple, protester contre les prières de rue des musulmans et ne rien dire quand il y a des prières de rue de fanatiques qui s'en vont devant les cliniques ou les hôpitaux où l'on pratique l'IVG. Il faut être le même dans toutes les circonstances. Et surtout, je voudrais exprimer le point de vue d'une masse de Français qui sont accablés de ces histoires de religion et qui en ont par-dessus la tête. La plupart d'entre nous, croyants ou incroyants, souhaitent avant toute chose qu'on respecte leur droit à une pratique religieuse ou pratique religieuse privée, personnelle, sans ostentation. Or, tous les cultes, m'entendez-vous ? Tous, notamment au niveau européen, réclament la possibilité de cette ostentation. C'est-à-dire qu'on les voit, qu'ils soient dans l'espace public. Ça a même été mis parmi les droits fondamentaux du traité de Lisbonne, par une annexe, pas directement dans le traité, fort heureusement, par une annexe. Eh bien moi je suis contre tout ça. Alors après ça donne que sur le territoire de la République française, je suis pour l'abolition du concordat, que je ne confonds pas avec le droit social en Alsace-Moselle. Le droit social d'Alsace-Moselle, je propose plutôt qu'on l'étende à tout le pays. Je propose qu'on abolisse les conventions de Charles X qui s'appliquent à la Guyane française, etc., etc. La laïcité, c'est simple, si tout le monde s'y met avec l'état d'esprit ouvert qu'on doit avoir, qui ne doit pas être un état d'esprit de hargne contre les uns ou les autres. Mais la religion chez elle, l'État chez lui. Voilà, il n'y aurait pas de règle plus simple que ça. Les 100 jours, Arnaud Le Parmentier. Et comment vous commencez par diriger les 100 jours? C'est quoi vos 5 premières mesures? Alors, on a parlé de la Constitution, donc ne revenons pas là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ne revenons pas là-dessus? C'est Vas-y, vous décisif. venez d'en parler longtemps. Donc, Ah bon, pardon. On a compris. on Je va ne pas veux parler vous de tout ça. lasser, mais quand même, c'est important. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi les 5 premières mesures? Ça, c'est le truc du journaliste, les 5 premières mesures. Mais On tout se en donne tient. 3, Non, mais les urgences, Je les les prends. priorités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais prendre mes chapitres un par un. On a déjà fait la 6e République. Donc, on passe au suivant. Ça s'appelle partager la richesse. Bon, eh bien, on commencera par augmenter. Hein? Pourquoi ça vous va? Ça, c'est bien, non? Alors, on change la fiscalité. Ça c'est le modèle le plus simple. Tout le monde le comprend. Évidemment, il faut augmenter les salaires, mais on va d'abord parler de la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité fait ployer la classe moyenne, c'est-à-dire les uns payent rien, au milieu ils payent tout, et puis à l'autre bout ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sauver, carapater à la première occasion, partir en Suisse ou ailleurs ou en Belgique. Alors ça évidemment pour eux la fête est finie avec moi, puisque j'établirai la taxation différentielle. C'est un truc que les Américains ont inventé, ils se font respecter, vous savez, ils téléphonent dans les banques françaises et ils demandent, ils exigent des banques qu'elles disent quand il y a un soupçon d'américanitude. Donc un Français est taxé partout dans le monde, où qu'il soit, sur tous Oui. ses biens. Alors, il est taxé de la façon suivante. On ne va pas non plus l'assassiner. Hein. Bon, il est taxé de la façon suivante. Il paye ses impôts dans le pays dans lequel il se trouve. Ben, c'est normal. Mais ensuite, il faut voir si ça correspond. Qu'est-ce qu'il aurait payé en France avec ce qui reste? Eh bien, on le taxe là-dessus. C'est mon cas. Comme député européen, je suis taxé d'abord à l'Europe, et puis ensuite, je déclare mes revenus au fisc français, qui fait la différence. Si j'ai trop payé, il m'ordonne. Si j'ai pas assez payé, il m'en prend. Et je trouve ça très bien. De cette manière-là,
on oubliera le fantasme de toute discussion sur la fiscalité qui est de dire il y a ceux qui vont se sauver. Ils se sauveront peut-être, mais ils iront pas loin. En tout cas, pas du point de vue du fisc, parce que nous les rattraperons. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous redoutez un moment panique à bord, comme il y a pu avoir en 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir, et que ça a été stupeur et sidération? Quand on parle des 100 jours... Le franc. Voilà. Quand on parle des 100 jours, est-ce que vous imaginez ce type de réaction-là? C'est possible, il y a toujours des gens étranges. Je me rappelle, en 81, on en attrapait à la frontière. Oui, qui partaient avec les valises. Oui. Bon, on emmène, comme disait Danton, on n'emmène pas la patrie à la semelle de ses chaussures. Au bout de 2 ans, ça a été machine arrière toute. Vous êtes quand même revenu. Enfin, vous n'étiez pas au gouvernement, mais j'étais déjà dans la course, j'étais militant. Il y a eu, on remet, on rentre dans le rang. On a eu la même chose avec votre ami Tsipras en Grèce. Non, même après son référendum, il a dû rentrer dans le rang, reprendre l'austérité. Donc, au bout de combien de temps Mélenchon rentre dans le rang? Vous allez, d'abord, soyons méthodiques pour ne pas tout embrouiller. En 1981, il était possible de conspirer contre la monnaie française. Nous avons eu 4 dévaluations, un contrôle d'échange et quoi encore, un emprunt forcé. Je le dis pour tous ceux qui continuent tant d'années après de s'ébahir du fait qu'en 1983, il est fallu adapter la tactique. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur le Parmentier, ce qui m'étonne beaucoup, car vous êtes amoureux de la vérité, nous n'avons strictement rien changé. C'est-à-dire que tout ce qui était pris, on l'a gardé. Et c'était ça l'objectif. C'est-à-dire que tout ce qui a été nationalisé est resté nationalisé. Les augmentations de salaire sont restées, les augmentations de minima sociaux sont restées. Mais on a mis le doigt dans un engrenage, j'en conviens, qu'à l'époque on ne connaissait pas. Bon, maintenant on le connaît. Mais justement, entre-temps, nous avons eu l'euro. Et moi, je réagis sur la question de l'euro comme le représentant d'une grande économie du continent, et qui ne s'effacera pas comme ça. Les Allemands, c'est 20% de l'économie du continent, ils vendent surtout des voitures et des machines-outils, et les Français, c'est 18% qui vendent un peu de tout et fabriquent un peu de tout, quand leurs gouvernants ne vendent pas les usines aux autres. Bon, nous voilà tels que nous sommes. Et dans cette situation... Nous avons les moyens de faire entendre notre voix, et c'est ce qui se passera avec moi. Jean-Luc Mélenchon, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire, pardon monsieur Demorand, mais vous ne pouvez pas distribuer harmonieusement la parole. Ce ne sera pas comme Tsipras, parce que Tsipras c'est 2% de l'économie européenne, et au demeurant, il a eu tort de céder, mais il lui manquait cette expérience du rapport de force, qui est peut-être inhérente à mon mauvais caractère, que vous soulignez tout à l'heure, mais moi je ne me laisse pas faire. Donc on ne m'impressionne pas, et si j'avais été Tsipras, même avec 2%, de l'économie européenne, j'aurais dit, en jetant de grosses larmes, je suis désolé, j'adorerais payer, mais je ne peux pas. Donc décréter la banqueroute de la Grèce, je m'en vais. Eh bien, à ce moment-là, les Français payaient 40 milliards et les Allemands 65. Je vous garantis que Mme Merkel aurait couru dans le couloir pour rattraper M. Tsipras et le ramener à la table en lui disant « Attendez, on va arranger ça. » Et on peut arranger ça. On peut maintenant parler, si vous voulez, des difficultés financières de l'Europe, c'est peut-être le moment de le faire, mais... Franchement, quand on en est à voir le banquier central, imaginez qu'il donne tous les mois 60 millions de SMIC aux banques, parce que c'est ce qu'il fait en donnant 80 milliards tous les mois, vous le savez comme moi, monsieur le Parmentier, qui ne donne aucune espèce de résultat. Pardon de vous dire qu'un Mélenchon qui arrive là, quand il dit c'est pas la bonne méthode, vous avez les gens qui écoutent, ils se disent il a peut-être raison quand même. Non, Nathalie Saint-Cric, pardon. Oui, je veux bien parler. Oui, c'est tout à fait compréhensible. À propos de l'attitude de chacun, quand le Mélenchon arrive et qu'on se calme, il y a un certain nombre de choses qui semblent un peu idéalistes, voire naïves dans votre programme. Je parle notamment des réfugiés. Il y a en tête de chapitre une phrase qui est « éviter aux migrants de devoir fuir leur pays ». On est tous d'accord. La suite, c'est arrêter les guerres par une diplomatie active. Est-ce que vous ne pêchez pas régulièrement en rêvant d'un monde merveilleux, pas forcément financé, ou vous pensez que simplement quand vous allez arriver, les migrants, ils vont rester chez eux On comprend bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est pas un peu facile d'avoir un programme comme ça? Oui, arrêter les guerres, c'est vraiment un exercice très facile. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. Non, mais Madame Saint-Cric, il y a 2 possibilités. Vous en avez expérimenté une, pas vous, pardon, mais on en a expérimenté. Ils ont expérimenté pendant plus de 15 ans une méthode. Voilà. On prend les gens, on les jette à la mer, on les bloque si on peut, accord de Dublin, chacun se débrouille avec les gens qui arrivent sur leur côte, etc. Et vous voyez, ça marche du feu de Dieu. Non, il n'y a rien qui marche. C'est une aberration et nous aboutissons à des horreurs du genre la jungle de Calais, des milliers et des milliers de gens sur les routes en train de marcher avec les gosses dans les bras et se faisant matraquer à chaque frontière, etc. C'est quelque chose qui est subi, c'est pas quelque chose qui est choisi. Même si vous arrivez, vous n'allez pas les forcer à rester chez eux. Prenons les choses dans l'ordre. On peut peut-être essayer autre chose qu'à intervalles réguliers d'installer des barbelés, de creuser des fossés et de mettre des murs. On peut peut-être essayer autre chose. Mais j'en conviens. Vous pouvez en rester où vous en êtes, parce que c'est ce que proposent de faire les autres.
Hein, Mais non. on n'a pas Non, compris. ils disent on fait du développement en Vous Afrique. savez très bien qu'il y a des pour aides éviter- bilatérales pour maintenir les gens en c'est très Afrique. précis mon affaire. Arrêter les guerres, c'est une chose très précise. C'est un travail de diplomatie. Il faut arrêter les guerres, on sait le faire. Si on discute des problèmes qui se posent, aussi longtemps qu'on fait semblant de croire qu'en Syrie et en Irak, le problème de la guerre, c'est la religion, on n'arrivera à rien. Parce que le problème de la guerre en Irak et en Syrie, ce n'est pas la religion, ce sont les gazoducs et les oléoducs. Si on s'assoit autour de la table et qu'on dit, vous autres les Qataris, au lieu de vous cacher là-bas derrière, vous autres les Saoudiens, au lieu de vous cacher, vous les Turcs, au lieu de faire semblant, venez parler de ce qui nous intéresse tous, parce que nous ne supportons plus cette guerre. Il n'y a pas de gazoduc, monsieur Mélenchon, il n'y a pas de gazoduc en Afghanistan, il n'y a pas de gazoduc au Mali, Ah, il n'y a monsieur pas, le il y a pas de Parmentier, vous gazoduc me en décevez Érythrée. cruellement. Vous me décevez cruellement. Il n'y avait pas de gazoduc en Afghanistan. Ben, c'est que vous n'avez pas compris le Il faut sens. passer au-dessus de la Exactement. Et tout le monde se battait pour savoir si ça traverserait d'un côté Voilà. pour aller en Inde ou si ça irait du côté de la frontière méditerranéenne. La guerre d'Afghanistan n'a pas d'autre raison d'être que celle-là. Des guerres impérialistes, donc. Ce sont des guerres traditionnelles pour l'accès aux matières premières, pour l'accumulation de la richesse. Et dans l'affaire de la Syrie, c'est tout à fait ça au point de départ. Et on prend cet exemple, la guerre. Vous voyez, j'ai été choisir le dossier le plus embrouillé, la guerre d'Irak et de Syrie, dans laquelle chaque jour, vous les journalistes, vous êtes obligés de tout réexpliquer pour expliquer pourquoi le Turc qui hier était un allié, le lendemain devient un faux frère, pourquoi un jour il tire sur les Kurdes qui combattent Daesh tout en prétendant qu'ils combattent les islamistes. Bon, tout ça, c'est tellement compliqué que les gens finissent par se dire, oh, tout ça, c'est bien lointain. Mais moi, je dis, ces guerres doivent s'arrêter. Et la France de J'explique M. comment. Mélenchon fait quoi? La France de M. Mélenchon fait quoi? Vous dites, je sors de l'OTAN. Est-ce que vous êtes une France qui intervient ou une France Qui laisse faire. Qui se replie. qui se replie ou Non. qui joue son rôle à hauteur de sa population et de sa richesse non, dans le non, monde? non. Le rôle de la France est considérable. Du fait de sa richesse, nous sommes la 5e ou la 6e puissance du monde, ne l'oubliez jamais. Deuxièmement, nous sommes bien armés, bien équipés pour intervenir. Alors Regardez donc, le c'est pas le nucléaire sujet. français, tout S'il ça. vous plaît, Arnaud. Bon, alors attendez, je viens de S'il prendre vous plaît, le cas des s'il vous guerres. plaît. J'ai pris le cas des guerres. Maintenant, il y a un autre cas qui nous concerne directement au niveau européen, c'est les accords que nous passons avec les pays africains. C'est-à-dire des accords où l'Europe exporte son modèle économique. Elle le dit, c'est écrit dans son traité, n'est-ce pas? Elle exporte le libre-échange et elle l'impose à des pays qui ne sont pas en état de résister. Les Européens, au début, on faisait l'Europe pour pas faire comme les Américains. Maintenant, nous faisons pire qu'eux. C'est-à-dire que nous imposons à tous ces États d'abattre leurs droits de douane, nous leur imposons d'accepter nos marchandises qui arrivent en masse, exterminent les cultures vivrières, les gens partent des campagnes pour aller aux villes, nourrissent des flots d'immigration considérables. Nous pouvons faire l'inverse. Et pour le faire, il n'y a pas besoin d'aller avec notre petite tirelire qu'on irait casser. Tous ces gens ne demandent pas notre pitié. Ils demandent de l'aide sur un point très précis, qu'on leur donne premièrement de l'énergie, et nous sommes capables de le faire, l'énergie solaire, les autres formes d'énergie, et deuxièmement, les crédits qui permettent d'équiper. Et donc tout ça est simple à régler, sauf que c'est absolument contradictoire avec le libre-échangisme, la liberté de circulation des capitaux et la domination des grandes multinationales sur le monde, notamment celles qui sont sur les céréales, Les sur accords les... sociaux. Jean-Luc Mélenchon, j'ai le pire rôle sur ce plateau qui est celui de tenir l'heure et d'essayer d'arrêter Arnaud Le Parmentier. Les deux problèmes sont liés. Il est 12h53 et j'aimerais On fait un accueillir syndicat, Delphine monsieur Evenou. Parmentier. Question politique